Et c'est parti. Bonjour à toutes et tous et merci d'être là pour cette table ronde intitulée « 8 ans plus tard, avons-nous besoin d'une loi pour une République numérique 2 ?» Pour rappel, un peu de contexte, la loi pour une République numérique a été promulguée le 7 octobre 2016, donc la date anniversaire, on y est presque pour les 8 ans. Le texte a été élaboré de façon assez inédite, et ça me semble important de le rappeler, avec une concertation très large menée par le Conseil national du numérique et une consultation publique qui a réuni sur la consultation publique 137 000 visiteurs uniques, pour avoir un peu les chiffres de l'envergure de la consultation, 21 000 contributions et 147 000 votes qui ont alimenté le processus de co-création. La loi comporte plusieurs volets, comme la protection des données dans la société numérique, avec des notions qui sont apparues comme la neutralité du net, la mort numérique ou encore la portabilité des données. Un volet sur l'accès au numérique, mais on vous propose aujourd'hui de nous concentrer sur le volet circulation des données et du savoir, avec en particulier l'introduction d'un concept ou d'un principe clé de l'ouverture des données par défaut, j'appuie dessus, des données publiques et d'intérêt général. C'est des mots, je pense, dont les intervenants vont vous reparler. Concrètement, ça veut dire que les administrations doivent publier en ligne, dans un standard ouvert, leurs documents, données et codes sources qui présentent un intérêt social, économique, sanitaire ou environnemental. Donc un grand changement de culture à l'époque. Mais 8 ans après, on a le droit de se poser la question, est-ce que la loi est appliquée ? Est-ce qu'elle est suffisante face aux nouveaux enjeux du numérique et de l'intelligence artificielle? Pour en venir à notre table ronde, 8 ans plus tard, avons-nous besoin d'une loi pour une République numérique 2? Et pour en discuter, j'ai la chance d'avoir autour de la table Constance Nebula, vice-présidente de la région Pays de Loire, la Loire, présidente d'Angers-Loire Métropole et vice-présidente d'Angers-Loire Métropole et présidente d'Open Data France, Jean-Marc Lazare, cofondateur et président d'Open Data Soft, Kevin Gernier, responsable de plaidoyer de l'ONG anticorruption Transparency International France, et Sherazade Aboub, avocate spécialisée dans les données publiques, l'intelligence artificielle, la Smart City et cofondatrice de Data Publica. Pour lancer le débat, je m'adresse à Jean-Marc Lazare. Open Data Soft existait avant la loi pour une République numérique. Est-ce qu'il y a eu un avant-après 2016 ? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je ne me disais pas il y a 13 ans, 12 ans que j'allais témoigner comme la mémoire de cette époque. Ça ne rajeunit pas. Mais oui, alors il y a eu un avant et il y a eu un pendant. Juste, vous l'avez rappelé, c'est une loi qui s'est construite selon un processus un peu inédit à l'époque, très consultatif, où tout le monde a pu s'exprimer en ligne. Donc ça a pu faire émerger un certain nombre de positions. Et on reviendra, je pense, aussi là-dessus sur les obstacles. Donc il y avait un avant déjà. Il y avait un avant assez fourni en termes d'open data. On peut l'illustrer de manière assez simple. Et pour ceux qui ont connu cette époque, vous vous en souvenez, déjà il y avait de l'open data en dehors de France, donc ce n'est pas né ici grâce à une loi. Des structures, alors comme Open Data Soft, mais comme Etalab, ont été créées fin 2011. Donc on voit quand même 5 ans, et comme c'était en gestation avant, plus de 5 ans avant cette loi, et se basant sur ce qui se passait déjà de manière assez concrète en France et ailleurs. Et puis peut-être pour prendre le marqueur de 2016, en tout cas pour ce que nous on constaté, donc Open Data Soft qui développe des solutions pour notamment des plateformes et portails Open Data, on outillait en 2016 déjà plus de 40 organisations publiques françaises. Donc, et il y en avait d'autres qu'on n'outillait pas, donc ça en fait plus au total. Mais rien que nous, on en outillait 40 et d'une grande diversité, puisque ça allait de collectivités territoriales qui ont été pionnières dans le domaine de l'open data en France, comme des administrations ou des délégataires de services publics. Donc on avait déjà un open data déjà bien fourni, mature, on va dire. Et effectivement, il y a un processus législatif qui a amené à la consultation et à cette loi. Donc après l'avant et l'après, nous, en tant qu'Open Data Soft, en tout cas, enfin, c'est pas nous qui avons souhaité cette loi, mais quand le processus est engagé, on y a trouvé un intérêt collectivement dans l'écosystème de l'époque, qui était que, justement, après plusieurs années d'open data de terrain, les acteurs se heurtaient à un certain nombre d'obstacles de différentes natures.
et en tout cas pour ce qui a fait que nous, on a soutenu et on a essayé de contribuer humblement à apporter des éléments pour cette loi, c'était de faire lever un certain nombre d'obstacles. Déjà, il y avait un principe, vous l'avez dit, c'était d'inverser un principe. Avant, l'open data, l'ouverture de données et le partage de données, c'était une exception. C'était le principe inverse. Donc il y avait une logique d'inverser le principe. Alors pourquoi ? Parce que très pragmatiquement, les acteurs, et notamment au niveau des administrations centrales et Talab, se heurtaient au fait que il y avait un certain nombre de réticences, de mauvaise volonté, d'incompréhension, qui fait que ça bloquait un petit peu dans tous les coins. Et donc, inverser le principe et dire que la non-ouverture devenait l'exception, c'était quand même un changement fondamental de cadre. Et donc, donc ça, c'était important pour lever certains freins, pour que les pionniers qui en faisaient depuis 5-6 ans puissent aller plus vite, mieux, plus loin et toucher tous les bénéfices attendus. Et puis que les novices qui ne s'étaient pas encore lancés fassent tomber tous ces freins, pas forcément que psychologiques, mais aussi en partie psychologiques à l'open data. Deuxième type d'obstacle, c'était tout le monde en parlait, tout le monde savait ou semblait savoir ce que c'était, mais on n'avait pas mis de définition. Et puis peut-être qu'en France, on aime bien partir de la théorie, un cadre, on met des mots, puis après on agit. Donc l'open data, il y a toujours quelqu'un qui disait mais on ne sait pas ce que c'est, il y a des licences, il y a des formats, on n'y comprend rien, puis ça vient des pays anglo-saxons. Bon, voilà, là, on a fait notre définition, des formats standards, ouverts, etc. Et d'un seul coup, les gens y ont vu plus clair, ça a créé un cadre et ça a libéré un certain nombre d'énergie. Donc l'avant, l'après, c'est pas magique, ça a créé un cadre, et comme tout cadre, moi, ça offre un espace de liberté. Donc ça a permis, et on reviendra sans doute là-dessus après, à un certain nombre d'acteurs de se lancer en toute, sérénité, ne pas se faire rattraper par la patrouille, puisqu'on a inversé le principe, de dire, OK, si je dois faire de l'open data, je dois le faire comme ci, comme ça. Et puis, bonne nouvelle, il y avait un certain nombre d'acteurs, on en faisait partie, mais parmi d'autres, qui peuvent nous aider à mettre tout ça en œuvre. Donc voilà, donc l'avant-après. Et puis, peut-être pour faire le lien par la suite, il y a plein de choses qui ne se sont pas passées. Donc l'après n'a pas été forcément celui du mythe et de l'utopie, mais voilà, je vais laisser la parole aux autres peut-être pour en parler. Merci beaucoup. Du coup, la loi a donné un cadre. On entend qu'il n'y a pas tout à fait un avant-après, mais ça a permis à d'autres de se lancer. Si on devait dresser un bilan de ce que la loi a permis et ce que la loi n'a pas permis, Constance n'est plus là, est-ce que, par exemple, le principe d'open data par défaut est véritablement ancré dans les mœurs des collectivités ? Merci Sarah, bonjour à tous. Je rejoins assez le propos qui vient d'être tenu parce que souvent on zoome sur la loi pour une république numérique en pensant qu'il ne s'est rien passé avant et que c'est le jour 1 et qu'on compte depuis ce jour 1 ce qui s'est passé depuis, ce qui a bien marché, pas marché, etc. Et c'est très important et nécessaire de noter qu'il se passait des choses avant et que si cette loi est arrivée, c'est parce qu'il y avait quand même un minimum quand même d'existants en France et puis il y avait un contexte favorable, etc. Et ne serait-ce que l'exemple des Talab est un bon exemple. On oublie parfois de dire qu'effectivement c'est un service qui a été créé dès 2011. Effectivement, il y a tout un bloc qui concerne la circulation des données et du savoir dans cette loi pour une république numérique qui a le mérite d'exister parce que l'objectif de base, qui était tout à fait noble et intéressant, était de dire passons à l'ouverture des données par défaut, avec l'obligation, je vous fais un petit peu presque de mot à mot, mais l'obligation de publier un standard ouvert des principaux documents qui présentent un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental pour les administrations d'État et les collectivités territoriales, notamment de plus de 3500 habitants, les établissements publics, etc. Et après, il y a des cas particuliers. Bien entendu, à partir de là, ça pose le principe, et je parle notamment pour les collectivités territoriales et notamment pour les plus petites, celles qui ont les moins de moyens ou le moins peut-être de maturité, surtout à cette époque-là, de se mettre à niveau, de parler du sujet, de traiter le sujet, d'y mettre les moyens humains, financiers, d'y mettre les moyens politiques, etc. Et donc de créer un mouvement comme ça, de l'open data en France, qui certes, un peu comme une vague, a eu un coup d'accélération à ce moment-là. Vous avez aussi la notion de créer un service public de la donnée, qui là aussi était inscrit comme devant mettre à disposition, pour faciliter leur réutilisation notamment, les principaux jeux de données présentant un fort impact économique ou social, avec cette création de service public de la donnée. Certains ne seront pas surpris, mais on en parlera peut-être après, qu'encore aujourd'hui, en 2024, on parle encore de créer un service public de la donnée et de création de service public de la donnée. C'est-à-dire que, comme si le sujet, mais on en reparlera peut-être après sur ce qui a moins bien fonctionné, n'avait pas avancé ou est toujours aussi flou aujourd'hui,
Et puis, vous avez la notion de données d'intérêt général que tu as évoqué, Sarah, notamment le fait d'avoir des données d'intérêt général qui sont de nature privée, mais qui auraient, si elles sont considérées comme à vocation à améliorer les politiques publiques, à être publiées, à être communiquées. Où là aussi, ça part d'une intention qui est complètement louable et tout à fait intéressante, puisqu'on est sur la notion de bien commun et de commun numérique pour faire avancer les choses. Donc ça, sur le papier, on a des dimensions intéressantes. Maintenant, sur la partie spécifiquement, pour celle que je connais le mieux en tout cas, de l'open data, on a bien entendu un constat qui est plutôt positif, qui est cette création de mouvement, comme on le dit, et comme on le dit assez régulièrement, ça a permis un mouvement. En revanche, aujourd'hui, un chiffre que l'on retient régulièrement, seuls 16% des collectivités territoriales qui sont éligibles à la loi, qui sont censées respecter la loi, ouvrent réellement leurs données. Donc on a un oui, ça a créé un mouvement, mais oui, mais ce mouvement n'est pas massif aujourd'hui. Il est certes massif en volume, parce que sur ces 16%, c'est globalement plutôt les plus grosses collectivités, celles qui ont le plus de moyens. Et on est globalement à la traîne sur ce qui devrait être finalement le cœur du sujet, c'est-à-dire des collectivités territoriales plus rurales, de sortir des métropoles, de parler de départements, de parler de régions moins importantes, etc. Et donc là-dessus, on a clairement un retard, mais un retard qui s'explique très simplement, et là je parle en tant qu'élu local, c'est que cette loi, comme je dis souvent, n'a pas été accompagnée. Elle n'a pas été accompagnée pour les élus dans l'acculturation, dans la formation, dans la sensibilisation. Elle a été, ça a été évoqué, bien amorcée en amont, c'est-à-dire dans la consultation, dans la concertation pour la construire, mais elle n'a pas été accompagnée a posteriori pour la concrétiser. Et effectivement, quand on sort un peu du côté marketing de voilà une loi, voilà toutes les belles promesses, voilà tous les termes un peu chapeaux qui font rêver, la suite, c'est quand même ce qui nous intéresse. C'est l'application de cette loi. Et rester au simple principe et aux simples termes qui nous font rêver et qui feraient avancer les choses et ne pas passer à son application et à sa concrétisation, qui est la partie la moins visible, la moins sexy, entre guillemets, de la politique, qui est celle de passer à la concrétisation, et ben on a quand même perdu une partie du chemin. Donc c'est ça aujourd'hui le constat. Et puis le contexte a évolué. Est-ce que si demain on fait une nouvelle loi pour une République 2, l'open data par défaut est toujours l'alpha et l'oméga de l'open data en France? Je pense que non, mais c'est ça qui va nous amener à en débattre peut-être juste après. Merci beaucoup. Kevin Gernier, chez Transparency International, est-ce qu'on a vu, quel est le bilan de l'open data? Et quand on a échangé ensemble, vous parlez d'actions de plaidoyer, notamment sur les élections municipales dernières. Qu'est-ce que vous allez demander aux futurs élus quand vous faites du plaidoyer en faveur de l'open data? Oui, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, moi je suis responsable de plaidoyer pour l'ONG anticorruption Transparency International France. Et comme son nom l'indique, notre cheval de bataille, c'est la transparence des acteurs publics comme outil pour lutter contre la corruption. Et donc, en théorie, la loi de 2016, elle aurait dû constituer un élan incroyable chez tous les acteurs publics et on aurait dû, du jour au lendemain, pu obtenir tous les jeux de données qui nous intéressent. Alors nous, c'est des jeux de données très limités, pas très riches. Ça va être les indemnités des élus, ça va être les subventions des mairies aux associations. Alors oui, les élus locaux diront que c'est pas très riche comme jeu de données, les indemnités. Moi, je parlais plutôt en termes de quantité. Ou alors les aides publiques aux entreprises. Alors, le bilan qu'on a dressé, un petit chiffre, donc en 2020-2021, on allait recueillir l'engagement de candidats et de candidates aux élections locales, municipales, régionales, à réaliser 6 propositions, dont une, c'était la mise en œuvre, ce qu'on appelle une politique open data sur 2 jeux de données qui nous intéressaient, donc les subventions aux associations d'une part et les données de marché public qui sont des jeux de données, non seulement ils sont concernés par la loi République numérique, par l'ouverture par défaut des jeux de données, mais en plus il y a d'autres textes de loi qui prévoient l'ouverture de ces jeux de données. Et nous on a plein d'exemples comme ça où en fait la loi République numérique en fait elle n'a pas changé tant que ça de choses pour nous, parce qu'en fait, on a plein de jeux de données qui nous intéressent, nous, qui étaient déjà prévus
par la loi. Et pourtant, malgré ces textes qui précédaient la loi République numérique, malgré la loi République numérique, ils n'étaient toujours pas publiés. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que 38% seulement des élus qui s'étaient engagés auprès de nous, donc à publier ces jeux de données, marché public, données de marché public passées et de subventions aux associations, sur un magnifique portail Open Data Soft généralement, parce que ça pour le coup, toutes les collectivités aujourd'hui, les grandes collectivités, elles ont un portail Open Data et ça c'est un vrai progrès avec la loi République numérique, il faut le reconnaître. Donc seuls 38% finalement en 2024 quand on a fait ce bilan est publié de façon exhaustive ces 2 jeux de données en open data, etc. Voilà. Et je peux peut-être, alors je ne sais pas si j'ai le temps, mais je peux peut-être aussi parler de cet exemple au niveau de l'état des aides publiques aux entreprises. Là aussi, je trouve que c'est assez remarquable et assez frappant comme exemple. L'État, il possède un jeu de données très, très puissant, très utile pour les journalistes, les ONG, les universitaires. C'est les entreprises qui sont bénéficiaires d'immenses aides publiques. Donc nous, après les plans de relance suite à la crise sanitaire, qui portait sur un montant de 100 milliards d'euros d'argent public quand même, on a cherché à savoir quelles entreprises touchaient ces aides publiques. Et d'ailleurs, c'était un engagement du président de la République, qui dans des discours précédents auprès de l'Open Government Partnership avait dit oui, je ferai en sorte que cet argent public soit versé au secteur privé en toute transparence. En plus, il y a eu non seulement la loi République numérique, mais il y a compté pas moins de 5 textes normatifs qui prévoit la publication obligatoire de ces aides publiques aux entreprises. Le dernier en date étant un texte quand même un règlement européen de 2022 qui oblige les États membres à publier leur liste des 100 bénéficiaires, des 100 premiers bénéficiaires dans leur pays d'aides publiques. Parce que ça montre bien que le législateur européen, il a remarqué que malgré les différentes obligations de transparence, même dans les États comme la France, qui sont quand même bien classés au niveau européen et mondial en matière d'open data, les États ne faisaient pas la transparence sur les aides publiques. Et finalement, donc on a beaucoup insisté auprès de Bercy. La France était parmi les derniers pays à publier ce jeu de données des 100 bénéficiaires d'aides publiques. Donc enfin, alléluia, le jour où ça a été publié, j'appuie sur F5 à peu près tous les 3 jours sur le portail de la Commission européenne. Et le jour où ça a été publié, je vais sur le magnifique fichier Excel et je me rends compte que dans les premiers, la plupart des bénéficiaires, en fait, on a des administrations qui sont en fait elles-mêmes des agences de prestations qui ont reversé les aides publiques aux entreprises. Et donc j'ai appris dans ce magnifique jeu de données que le premier bénéficiaire d'aide publique du secteur privé en France était l'Agence des services et de paiement, qui est l'agence de l'État qui sert à verser un nombre incalculable d'aides publiques aux entreprises. Voilà. Donc pour vous dire que, exemple un peu long, pour vous dire que il y a eu la loi République numérique, il y a eu d'autres textes avant. Et pourtant, on voit que, et même quand il y a un engagement politique, que ce soit au niveau local ou au niveau même national du président de la République, même là, ça traîne. Alors, ce que Bercy a dit, c'est oui, mais c'est la faute du logiciel Chorus, qui ne permet pas d'extraire les données. Et ne nous adressez pas à nous, il faut aller voir chaque administration, chaque guichet. Eux, ils ont leur propre jeu de données et nous, on n'arrive pas. C'était le secrétaire général du plan de relance qui nous avait dit ça, à Bercy, qui était quand même en charge de coordonner le plan de relance au niveau français. Il nous a dit, moi, ma priorité, c'est que l'argent coule, mais allez voir l'agence de services et de paiement, allez voir la direction générale des entreprises. C'est eux qui ont le jeu de données. Moi, je ne sais pas. Voilà. Donc après ça progresse, mais voilà, ça illustre un peu ces freins et le fait que l'action des ONG soit nécessaire pour tout le temps pousser pour que la loi République numérique, entre autres, soit appliquée. Merci beaucoup. Du coup, j'entends que potentiellement l'open data par défaut, ça n'a pas vraiment fonctionné, mais que quand on a de la législation qui dit tel jeu de données doit être ouvert, quand on a les données essentielles de la commande publique, on a un schéma de données, elles doivent être ouvertes de telle manière, ça ne marche pas tout à fait non plus. On n'aura pas la solution aujourd'hui, hein, on ne va pas vous mentir. Mais du coup, si on dresse un bilan là-dessus, est-ce que les collectivités, elles n'aiment pas qu'on leur impose encore des nouvelles choses? Mais quand on impose des choses, potentiellement, il faut se mettre en heure de marche et ça avance quand même plus vite. Constance, si on devait se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux imposer une liste de jeux de données avec des standards? Et le mot standard, je le pèse bien, et on pourra en discuter avec d'autres personnes autour de la table. Est-ce que c'est des choses qui seraient acceptées pour les collectivités territoriales? Et c'est la question d'après pour une autre personne. Est-ce qu'après, ça a un impact positif pour l'ouverture des données publiques?
Alors attention quand on dit imposer un truc aux collectivités, parce qu'en fait c'est juste notre quotidien. On nous impose à longueur de temps des trucs pondus par Paris en haut et on nous dit démerdez-vous et bien sûr c'est à budget constant. Ça c'est vie ma vie d'élu local. Petit aparté. Quand on a dit ça, bien entendu, il faut des dispositifs législatifs pour avancer des choses. On ne va pas revenir dessus. Tous les grands principes, même sociétaux, dans notre pays et dans le monde entier, avancent parce qu'il y a un moment, il y a une loi, il y a une obligation, etc. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que, 1, la loi n'est pas appliquée, et que 2, personne ne nous aide à l'appliquer. En fait, c'est plus ça le problème. Si vous écrivez la loi, et qu'ensuite vous dites, voilà, c'est comme ça, mais par contre, démerdez-vous. En fait, tout l'intérêt perd de son sens si vous n'aidez pas les collectivités locales à monter en maturité. Je prends l'exemple très récent, bien que ce soit un dispositif, le cadre n'est pas le même, mais c'est sur Nice 2, sur la cybersécurité. Nice 2, ça arrive en France, etc. On doit se mettre en ordre de marche. Ça veut dire que les collectivités locales se mettent en ordre de marche, mais honnêtement, c'est un bazar absolu et on est tout seul. Donc, moi, je suis OK pour se dire que, notamment sur la question des standards, on en parlait d'ailleurs avec certains hier soir sur ce débat passionnant. Si vous indiquez que tel jeu de données doit obligatoirement être ouvert, je suis OK pour qu'on impose un standard si vous aidez à monter en maturité toutes les collectivités pour qu'elles aient le même standard. Et pas que vous disiez ce jeu de données doit être publié, par contre le standard vous faites ce que vous voulez. Nous, sur notre outil, ce standard c'est celui-là, mais vous, si vous voulez faire autre chose, faites autre chose. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça. Il y a des nouveaux outils qui sortent avec des pseudo-standards, mais qui ne sont pas ceux utilisés sur le terrain. Donc il y a une différence entre le niveau local et le niveau national, entre le public et le privé, etc., etc. En fait, il y a déjà trop de couches qui font que soit on rase tout et on recommence, ce serait dommage, soit enfin, on a un pilotage politique avec une vraie directive et une vraie gouvernance qui impose, mais accompagne, avec du budget, avec un portage politique nécessaire, sur la manière dont, en France, sur certains jeux de données, par exemple, voilà les standards, voilà comment ça se passe, voilà comment on va vous aider à y arriver, voilà ce qui est imposé, par exemple, aux entreprises qui ne publient pas. Voilà. En fait, il y a un moment, il faut mettre les moyens. Ça ne peut pas être juste des mots, ça ne peut pas être juste du juridique. Il faut mettre les moyens, des moyens politiques, financiers, humains, et qu'on ait une vraie... comme je dis souvent, qu'on fasse de la politique avec de la donnée. C'est pas un gros mot. C'est un outil de service public. Donc, il va falloir mettre des moyens politiques en face. Merci beaucoup. Peut-être donner la main à Sherazade. On entend potentiellement imposer des standards, mais accompagner avec de la culturation, de la formation. Est-ce que la loi, ce serait un bon vecteur pour ça, ou est-ce qu'il faut passer par un autre système ? Alors bonjour à toutes et tous, ravie d'être là pour parler de ce sujet-là. Ça va vous paraître bizarre comme réponse, mais je pense qu'il va falloir faire preuve d'un peu de nuance. Oui, bien sûr, on l'a tous dit, il faut des lois pour faire avancer les politiques publiques, c'est évident. Maintenant, le retour d'expérience aussi de praticienne de ces dernières années pour avoir à la fois amendé la loi République numérique et travaillé sur des projets très concrets, c'est de se dire que la loi ne va pas résoudre tous nos problèmes, c'est évident. La loi, ça n'est pas une baguette magique qui permet qu'elle soit appliquée, ça reste un texte plat. Ce qui est le plus important, c'est les actions. En fait, c'est les projets, c'est le concret, c'est ce qui est réalisé par vous, acteurs de terrain. Et est-ce que ce n'est pas dans cet ordre-là, finalement, que les choses vont se passer et se sont toujours passées sur quels que soient les sujets? C'est d'abord les acteurs de terrain qui sont saisis du sujet et ensuite la loi qui est intervenue, puisque la loi est lente. La loi est parfois trop, voire imprécise. Bref, on n'est jamais content à chaque fois qu'une loi sort. Pourquoi aussi? Parce que c'est des textes de compromis. On aimerait bien que tous nos engagements soient typiquement retranscrits comme on les souhaiterait dans la loi. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Un exemple qui me tient énormément à cœur, le sujet de la propriété de la donnée. Ça vous paraît évident. Pour ceux qui me connaissent, j'en parle tout le temps et je continuerai parce qu'il n'est pas fini. Ce sujet de la propriété de la donnée, il aurait été simple dans la loi République numérique de dire que données publiques égale propriété publique. Ça paraît évident. Pourtant, ça n'a pas été fait. Parce qu'il y avait des lobbying à cette époque-là qui sont toujours présents, ils n'ont pas disparu, pour dire qu'ils souhaitaient conserver certains opérateurs privés, et oui, les méchants,
Alors, c'est pas forcément dans ce sens-là, hein, un peu plus de nuances qu'il faut voir les choses, mais plutôt qu'il y a toute une œuvre de pédagogie à faire sur le sujet. Comme le disaient effectivement différents interlocuteurs, il n'y a pas que le droit, il n'y a pas que la loi, il y a le travail sur le terrain, bien évidemment. Mais ce sujet de la propriété de la donnée, alors s'il y a une loi République numérique 2, je veux que ce soit le premier. Et bien évidemment plein d'autres, et surtout, on ne pourra pas les lister, mais si on devait dire en tout cas un deuxième message, ce serait de simplifier les choses. On cumule les lois, et ça en tant que professionnel du droit, je tiens à le redire, on cumule les lois, vous le savez, c'est un enchevêtrement de textes, le droit de la donnée. On va piocher dans plein de codes, et puis on nous rajoute des obligations liées aux données dans tous les textes qui sortent. Et ça, on l'avait dit déjà en 2016, et puis on est en 2024, et il y en a encore, et encore, et encore. Et je pense que ça, ce travail de simplification, moi, c'est mon engagement, et c'est là-dessus que j'acculture et que je forme beaucoup, c'est d'essayer de rendre accessible un droit qui est quand même complexe, pas facilement accessible. Et ça, c'est pas une loi qui va nous apporter la solution, malheureusement. C'est notre travail du quotidien. Constance voulait réagir. Une phrase, pour info, si la plupart des, entre guillemets, échecs de la loi pour une république numérique dont on est en train de parler là maintenant ont lieu, c'est simplement parce que les décrets ne sont jamais parus. Enfin, c'est quelque chose dont personne ne parle, mais notamment sur la partie création des données d'intérêt général, notamment aussi sur la publication des données de la recherche, etc. C'est juste que les décrets ne sont jamais parus. C'est-à-dire que la loi a été votée et les décrets ne sont jamais arrivés. Et donc, il n'y a pas eu ce qui est censé découler ensuite. Voilà. Tu veux réagir ou pas? Ok. Du coup, potentiellement, ce n'est pas obligatoirement une loi qui peut répondre à ce dont on parle, même si ça aide. Est-ce que dans d'autres pays, à l'international, on a des comparaisons de pays qui ont mis en place des lois, d'autres pays qui n'en ont pas mis en place, et comment ça avance? Jean-Marc Lazare, peut-être. Alors, il y a des réglementations qui dépassent aussi le cadre national, hein, ça a été dit, à l'échelle européenne. Donc, il y a des pays qui sont quand même impactés par ça. Maintenant, dans les pays où nous on travaille, on a des clients dans à peu près 25 pays. Donc, ça me donne en tout cas un élément d'observation intéressant. Et dans des zones aussi où la société et la politique sont organisées de manière très différente, hein, entre des pays. On est un pays très centralisé, comme tout le monde le sait, notamment très descendant. Et beaucoup de pays, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein, et notamment, ça se voit dans les index. La France est bien classée. L'Allemagne n'est pas forcément plus mauvaise en open data, sauf que l'État fédéral, il a à peu près aucune prérogative. Et tout se passe au niveau des lenders. Donc en plus, le thermomètre n'est pas le même d'un pays à l'autre. Donc mais alors, donc, et puis aussi pour dire que on a en France beaucoup d'entreprises qui travaillent hors de France. Hein. On a des grands opérateurs de services publics qui sont des leaders mondiaux dans les transports. Et au moment de la loi, c'était assez amusant de voir que certains qui s'opposaient vraiment très fortement à l'ouverture des données en France ouvraient les données, opérateurs de transport, hein, par exemple, en passant la frontière en Belgique, parce qu'en Belgique, il n'y avait pas de loi, mais c'était naturel de mettre à disposition par défaut toutes les données de mobilité. Voilà, donc on voit qu'en plus, sans loi, on peut avoir des pratiques, tout en étant un acteur français qui va lutter, qui va faire du lobbying contre l'ouverture des données en France, faire exactement l'inverse de l'autre côté. Donc on voit des réalités que c'est un peu différemment. Après, ce qu'on constate, c'est que oui, il n'y a pas forcément de loi, même assez peu, à ma connaissance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des impulsions. C'est surtout des actions de terrain et menées, boostées par des enjeux de politique ou de société à un instant T. Pour prendre deux exemples, hein, on pourrait en citer des tonnes. On travaille beaucoup en Australie, par exemple, et il y a quelques années, 3-4 ans, l'État fédéral a dit il faut vraiment moderniser les infrastructures des villes, enfin, thématique Smart City, on va dire, et installer tout un tas de capteurs pour mesurer la mobilité, la qualité de l'air, enfin des choses qui sont bien connues aujourd'hui. Et la condition de l'octroi de ces financements auprès des villes, c'était de dire il y a une composante data, et on ne l'appelle pas forcément open data, et la donnée elle est mise en accès libre, à la fois pour rendre compte, donc il y a une très forte culture de l'évaluation, c'est-à-dire que dès le départ, c'est vrai qu'on parle beaucoup de transparence et c'est un sujet important, mais il y a aussi un sujet de dire si je veux pouvoir m'évaluer à la fin, si je veux pouvoir savoir si mes politiques publiques fonctionnent, si mes investissements fonctionnent, il faut que je sois capable de mesurer. Et donc, c'est quand même la base. Donc, cette politique de financement d'infrastructures intelligentes des villes, elle a été conditionnée à la mise en œuvre d'une politique open data. Et on a vu, donc c'est pas une loi, hein, mais c'est une politique quand même, ça a boosté. Enfin, nous, on l'a vu concrètement. On avait un client en Australie. Aujourd'hui, j'ai 20 clients et ça a été drivé que par ça. Voilà, d'un seul coup, ils ont dit, OK, on met tous en place des portails open data. Pour cette raison-là. Et après, ils ont rajouté d'autres choses. Ils ne se sont pas arrêtés à l'Internet des objets. Ils ont mis tout un tas de choses. Donc, on voit qu'on peut enclencher un mouvement assez fort. Plus proche de nous, en tout cas géographiquement, en Grande-Bretagne, même principe. On
on va dire que c'était un pays pas très en avance, en tout cas, hein, si on se compare aux pratiques d'ouverture de données. Et puis, il y a 3-4 ans, pareil, une agence de l'énergie, c'est pas ça son nom, mais qui regroupe un peu tous les équivalents de Enedis, GRDF, pour faire la comparaison ici, a dit OK, transition carbone, décarbonation de l'économie, un peu comme si on se met en période de crise, comme en période Covid, on a besoin de partager de l'information et de la connaissance. Donc tous les opérateurs, on partage tout. On a besoin de comprendre ensemble tout, et tout l'écosystème, toute notre connaissance qui est quelque part de la data, hein, sur la consommation, la production, etc. Et pareil, il y avait 0 portail. En 2 ans, ils sont tous équipés. Alors nous, ça nous a été bénéfique. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même quelque part, je ne vais pas dire un modèle français, mais on est bon techniquement, mais aussi dans notre manière de faire. Nous, on a eu la chance chez Open Data Soft, ils ont frappé la porte chez Enedis en disant c'est quoi votre solution? Bon, très bien. Donc, et puis maintenant, on équipe tous ces gens-là et on est ravis. On est un peu le champion français qui avons mis un drapeau en Grande-Bretagne un peu partout. Mais voilà, on voit qu'il y a c'est mené, c'est boosté par rapport à des objectifs précis et qui permettent, hein, ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire que d'acculturer, de donner du sens. Et on voit que maintenant, tout un tas d'acteurs publics et privés travaillent ensemble autour d'un enjeu commun qui est la décarbonation. Et il y en a tout un tas d'autres. Voilà. Donc, et peut-être pour conclure par rapport à ce qu'on a dit, hein, ça peut paraître anecdotique, mais ça synthétise. Il y a récemment, je vous invite à le lire, c'est assez intéressant, c'est assez rafraîchissant. Il y a 2 élèves ingénieurs du corps des mines qui ont fait un mémoire de fin d'études. Alors, je sais pardon si ça avait été prévu d'être cité. Et ils l'ont appelé le mythe de l'abondance, la réalité du labeur. Oui, ça se passe, la réalité du labeur, ça se passe sur le terrain et nous, on est des doueurs, hein, et il se passe des choses fantastiques. Et donc, c'est effectivement pas une loi qui va régler tout ça. Merci beaucoup. Super transition. Du coup, on parlait d'open data, de données publiques et de données d'intérêt général. On a aussi, donc, pour des enjeux de transparence, mais on a aussi des données d'intérêt stratégique sur le partage de... Désolée pour la transition. Et du coup, des données qui devraient être partagées entre acteurs publics, acteurs privés. On a des règlements qui sont sortis depuis la loi pour une République numérique, règlement européen, Data Governance Act, IA Act. Est-ce que ça mérite d'être transcrit en droit français? Est-ce que vous avez un avis sur la question? Alors forcément. Effectivement, vous l'avez vu ces dernières années, la Commission européenne a été très très pushy. On a eu beaucoup de règlements sur les données. Super. Pendant ce temps-là, en France, on n'avait rien. Donc on s'est dit, chouette, ça va nous apporter quelque chose de plus. Et comme tu le disais, Sarah, on a beaucoup parlé d'open data, ouverture des données, mais la partie échange, et je dis bien échange, c'est pas le même terme que ouverture, on n'a rien. Il n'y a pas de cadre, ça vous paraît bizarre parce que vous échangez de la donnée, oui, mais il n'y a quand même pas de cadre juridique, il n'y a même pas de chapitre dans le Code des relations entre le public et l'administration qui décrit comment on s'échange de la donnée. Et c'est l'objet du Data Act et du Data Governance Act que de réguler les échanges de données. Alors accrochez-vous, on va y aller, on va essayer d'expliquer ces textes qui sont quand même très denses. Je pense que vous avez passé l'été à les lire, bien évidemment, ainsi que l'IA Act, dont on reparlera tout à l'heure lors d'une masterclass. Mais si on se concentre sur notre sujet data et qu'on prend le Data Governance Act et le Data Act, par exemple, ces 2 textes-là régissent bien évidemment l'échange de données. Et si on fait un focus sur le Data Governance Act, qui nous a intéressés, nous, plus particulièrement chez Data Publica, on en a beaucoup parlé. Pourquoi ? Parce que ça vient réunir quand même un certain nombre de conditions qu'on avait déjà rédigées dans des cahiers de l'Observatoire Data Publica, s'agissant de l'échange et du partage de données dans un cadre de confiance. Le DGA, c'est donc quoi? 3 objectifs. 1, inciter les administrations à davantage échanger de la donnée. 2, créer une catégorie, l'intermédiaire de données. Et 3, créer une deuxième catégorie, les organismes altruistes en matière de données. C'est pour ça que je disais accrochez-vous, parce que progressivement, on descend vers un sujet, l'altruisme en matière de données, qui concerne nos sujets de data territoriale. Pourquoi? Parce que les organismes altruistes en matière de données, c'est l'idée super, géniale, que une fois que vous avez fait les étapes pas très sexy, mais qu'il faut faire, et dont on a parlé, donc structurer vos données, récupérer la propriété de vos données, ouvrir vos données, on va passer dans les autres étages de la fusée et décoller vers l'idée de valoriser. Oui, ce terme dont on a beaucoup parlé, mais sur lequel il va falloir donner un sens désormais, valoriser et partager vos données. Et c'est là qu'on rentre chez les organismes altruistes en matière de données, qui pour nous correspondaient à ce qu'on appelait les tiers de confiance dans nos cahiers et dans nos écrits. Et ces organismes, ça va concerner beaucoup
et je l'assume, les collectivités. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif d'intérêt général. Ils doivent partager de la donnée dans un but non lucratif et il faut créer une structure tierce pour le faire, c'est-à-dire, comme ont l'habitude de le faire les collectivités, un GIP ou un syndicat, ou bref, en tout cas, un véhicule ad hoc qui vous permettra de partager de la donnée. Alors, ce qui est super aussi, c'est que c'est des règlements qui ont été pris par la Commission européenne. Qui dit règlement, petit cours de droit communautaire, qui dit règlement dit effet direct. Donc, on n'a pas besoin de loi pour mettre en place un règlement dans sa réglementation intérieure. Une directive, oui, mais pas un règlement. Ce qui signifie que depuis septembre dernier, donc depuis 1 an, le DGA s'applique. On est sous l'emprise du DGA. Qui a appliqué de la DGA dans la salle? Voilà. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour appliquer ces textes qui sont quand même, encore une fois, complexes. Vous avez vu déjà l'explication que j'ai dû faire pour vous amener jusqu'à l'organisme altruiste en matière de données. Et encore, je tente de vous le simplifier. Je ne vous donne pas encore plus de détails. Donc vous imaginez bien que, je ne sais pas si c'est des décrets, mais en tout cas, au moins que ce sujet soit adressé. Nous, c'est un des messages qu'on passe et qu'on repasse aujourd'hui, que ce message soit adressé au sein du gouvernement à destination des collectivités pour nous aider à mettre en place le DGA à la française, l'altruisme des données à la française, parce qu'on va se réapproprier cette vision. Bien évidemment, nous sommes français. On a besoin de le faire à la française, avec notre bonne loi informatique et liberté, avec notre vision des données à caractère personnel, puisque, pour finir, l'altruisme, c'est quoi? C'est pas l'organisme qui est altruiste. Et non, c'est nous qui, de manière altruiste, allons décider de mettre à disposition nos données à caractère personnel dans un but d'intérêt général. S'il y a des DPO dans la salle, ils doivent hurler. Et oui, ça va remettre en cause certaines règles qui figurent dans le RGPD, mais vous voyez un peu tout ce... C'est super, hein, c'est l'avenir. Mais voilà, aujourd'hui où on en est, il faut explorer. Merci beaucoup. On doit garder un temps de questions-réponses alors qu'on a encore énormément de sujets dont on aimerait vous parler, mais il paraît qu'on n'avait que 50 minutes et pas 2 heures. Donc il a fallu faire des choix. N'hésitez pas dans la salle, je peux donner des sujets si vous voulez poser des questions pour qu'on puisse creuser certaines choses. Sinon, sur la place, ils ont plein d'idées. Ce qu'on peut retenir, c'est que la loi, c'est pas magique, que ça nécessite des accompagnements, mais que ça peut aider. Est-ce qu'en résumé, en moins de 15 secondes, c'est bon? Et, on va laisser poser quelques questions, et si vous avez des trous, on peut vous souffler des sujets. Mais il y a plein de questions. Bonjour. Romain Mazon de la Gazette des Communes. Vous avez parlé du foisonnement des initiatives des collectivités sur la data. Et c'est un foisonnement qui n'est pas organisé. Est-ce que dans la perspective d'une loi qui donnerait un nouvel élan à l'open data, il n'y aurait pas la nécessité de désigner un chef de file, un pilote qui aiderait l'ensemble des collectivités d'un territoire à structurer leur démarche? Et deuxième question, vous disiez, Constance Ribula, qu'il faudrait des moyens humains et budgétaires. Ça ne prend pas tellement cette forme-là aujourd'hui, les politiques publiques. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que personne n'a évoqué, qui est la sanction, puisque la loi aujourd'hui dit vous devez ouvrir vos données, mais il n'y a aucune conséquence de ne pas le faire. Donc est-ce qu'une sanction ne serait pas, malheureusement, d'une certaine manière, un élan un peu plus significatif? Je vais commencer par la fin, parce qu'à titre personnel, je ne suis pas pour la sanction, parce que justement, je sais à quel point les collectivités, on est en mode, j'ouvre les guillemets parce que c'est un terme que j'utilise tout le temps, débrouille. On ne peut pas nous sanctionner pour un truc sur lequel on ne nous accompagne pas à répondre à ce besoin. Encore une fois, donc moi la sanction c'est non, mais c'est une conviction perso. Ça fait 10 ans que je suis élu local, je sais à quel point on subit des contraintes les unes ajoutées aux autres sans, encore une fois, en mode débrouillez-vous. C'est ça la réalité d'une collectivité locale aujourd'hui. Bref, ça c'est bon. Donc moi la sanction c'est non. La question sur la collectivité pilote, en gros, on parle de est-ce que oui ou non, parce que c'est un sujet qu'on évoque souvent, oui ou non pour une compétence finalement autour de la question de l'ouverture des données, du service public de la donnée et de gérer tous ces sujets-là. On n'est pas tous d'accord sur ce sujet.
En fait, c'est une thématique qui est tellement transversale que je ne considère pas que ça doit être une compétence propre à une strate de collectivité. Ça ne peut pas être une compétence ville ou métropole ou département ou région. Déjà parce que ça va frustrer tous les autres et que ça va être la guerre. Et comme on a un système génial qui s'appelle le millefeuille territorial, je conseille à personne d'être au milieu de cette guerre entre les différentes strates de collectivité. Donc ça ne peut pas être une compétence. En revanche, est-ce qu'il faut une sorte de référent ou de garant national plus identifié que ce que c'est aujourd'hui, où on ne comprend rien entre les différentes structures qui ont toutes un rôle à jouer, mais qui sont, je ne vais pas dire en bataille, mais qui... en fait, il y a une multitude d'acteurs, et le secteur de la donnée en France a largement évolué ces dernières années pour voir que, oui, c'est super, on en parle plus, oui, il y a une maturité, oui, il y a de plus en plus d'acteurs, etc. Mais qui dit de plus en plus d'acteurs, dit aussi de plus en plus de confusion et de moins en moins d'identification claire. Tout le monde a un rôle à jouer, c'est sûr, mais il n'y a pas aujourd'hui un chef de file. Est-ce qu'il en faut un au niveau national ? Je pense que oui. Mais ça, c'est encore une fois un avis personnel. Et la première question était sur... C'était ça. Et bien donc voilà. Et je vais proposer que Kevin peut-être réagisse sur la partie sanctions. On en a pas mal discuté, c'est un sujet touchy, donc on ne l'avait pas... J'avais grand espoir que vous posiez la question. Merci pour cette première question, ça me fait très plaisir. Il y a beaucoup d'auteurs ou de gens qui font des propositions. Le mémoire que cite Jean-Marc en fait. Samuel, au fond de la salle, dans son livre, en fait. Mais je voudrais bien avoir l'avis de la table ronde. Kevin. Oui, alors, il existe déjà plusieurs types de sanctions. Il y a la sanction de non-communication de documents administratifs. Et comme la Commission d'accès aux documents administratifs considère qu'un jeu de données, ça peut être un document administratif communicable, si un acteur public refuse de communiquer cette donnée, il finit à la fin par être sanctionné par le tribunal administratif. Bon, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pas une sanction qui est très effective, je vous l'accorde. Il y a un autre type de sanction auquel je crois beaucoup, c'est la sanction politico-médiatique, mais ça marche que sur certains jeux de données dits sensibles, notamment les frais de représentation des élus, les indemnités des élus. Voilà, bon. Pour ce type de données, là, quand vous êtes un acteur et que vous constatez que la donnée n'est pas publiée, il suffit de médiatiser un peu le refus de publication et généralement c'est plus efficace qu'une amende administrative dans la plupart des cas. Après, à Transparency France, alors on n'est pas forcément favorable à la mise en œuvre d'une sanction légale supplémentaire pour les acteurs publics. Parce qu'en fait, il y a deux types de freins à la mise en œuvre de la République numérique sur le volet transparence, et c'est extrêmement difficile de faire la part des choses entre ces deux types de freins. La majorité des freins elle vient du manque d'accompagnement effectivement des acteurs publics et de la cascade des normes qui s'appliquent aux collectivités territoriales. Donc voilà, nous on n'est pas dans un côté Transparency International France, on n'est pas dans une démarche de stigmatisation à outrance des acteurs publics qui ne respectent pas à 100% leurs obligations de transparence, parce que de toute façon il n'y en a aucun en fait, il y a toujours un jeu de données qui traîne et qui n'est pas publié, alors qu'il devrait l'être. Donc voilà, là pour le coup il faut de l'accompagnement et on essaie de le faire autant que possible, et là effectivement on pourrait plaider pour la mise en œuvre d'un accompagnateur public, je pense que ce serait une bonne solution. Cependant, donc, il y a la carotte, mais aussi le bâton. Pour les jeux de données qui subsistent et où là, pour le coup, on sait de façon à 100% que c'est un frein politique, là, il faut une sanction, et moi je crois davantage dans la sanction médiatique, dans le travail de la presse. Voilà. Et la presse fait de mieux en mieux son travail sur ce sujet-là, et ça je le constate depuis quelques années. Elle n'hésite pas à faire du name and shame sur Laurent Wauquiez qui ne publie pas une liste d'invités à un dîner des sommets, sur Anne Hidalgo qui refuse de se plier aux injonctions de la Commission d'accès aux documents administratifs. Et ça c'est vraiment bien plus efficace qu'une sanction administrative. Oui, bonjour, François Lacombe, data activiste. Alors j'avais une question pour vous, parce que quand on en vient à se demander si l'open data par principe est l'alpha et l'oméga encore, et si on ne devrait pas le préciser ou en tout cas sélectionner ce que nous devrions ouvrir plutôt que de dénoncer un principe, il y a en creux la question de la neutralité. Aujourd'hui on a un principe neutre qui est une force.
si demain nous choisissons de le préciser, qui va se faire juge de ce qui est bien ou mal en termes d'ouverture et comment allons-nous choisir, sachant qu'aujourd'hui on a affaire à des oppositions parfois de principe qui se font sur l'arbitre sans débat. Donc peut-être que vous avez une approche là-dessus, il y a une réflexion un peu plus précise sur ce sujet. Qui veut réagir? Il faut faire preuve de courage, là. Il faut aborder un sujet dur, donc qui va fâcher. Normalement, qui dit données publiques, dit données accessibles, et donc la situation de refus et d'attente d'être sanctionné par un tribunal administratif et juste de payer les frais irrépétibles, donc 1 500 € en gros, c'est sûr que ça ne pourra pas tenir. Et ça va sans doute amener à davantage de contentieux. En tout cas, moi, ces dernières années, j'en observe beaucoup plus en matière de commande publique. On a beaucoup de demandes de communication et maintenant, ça va jusqu'au bout. Hein. Et autre élément, le juge administratif est en train de réduire à la portion congrue ce qui est susceptible d'être protégé par le secret des affaires, qui était quand même le grand truc. Dès qu'on avait un contrat, secret des affaires, et puis voilà. Non, ça ne va plus non plus passer. Donc on va quand même se retrouver un peu coincé. J'en profite, petite actu, la loi SREN, qui a été adoptée il y a quelques mois, contient une définition de données sensibles. On n'en attendait pas tant que ça, puisqu'on ne l'avait pas demandé, mais pourtant ils l'ont fait. Avec les conséquences que ça aura, puisque seules les données sensibles font l'objet de conditions de stockage et d'hébergement privilégiées, ce qui signifie que toutes les autres, on s'en fiche. Donc il y a un problème. Mais en tout cas, dans les données sensibles, il y a justement le secret, il y a le droit d'accès. Ça aurait été l'occasion de le faire. Il y a un rapport de Paula Forcesa qui recommande d'aller plus loin sur le sujet. La situation ne pourra pas tenir, mais on ne peut pas non plus sanctionner, puisqu'on n'a pas donné les moyens aux collectivités pour le faire. Hein. Donc voilà, il y a un problème. Alors, on ne va pas répondre à la question, mais par contre, je pense que Constance va vouloir répondre sur la loi SREN. Non, je n'ai pas forcément envie de répondre, je dis juste que c'est un échec, mais ça, c'est un autre sujet. Non, mais par exemple, le sujet de la table ronde, c'est faut-il une nouvelle loi pour une république numérique? On avait une opportunité, avec la loi SREN, d'avoir une nouvelle grande loi du numérique. On fait une main levée pour savoir qui pense quoi de la loi SREN et sur. En fait, c'est déceptif. En fait, c'est dommage. Mais pour moi, je vais presque répondre à la question de monsieur, mais en élargissant le propos. En fait, on a un problème général de connaissance, d'acculturation et de prise en considération de ces enjeux-là par les élus, par ceux qui font et votent les lois, accessoirement, par nos parlementaires, par les élus locaux, parce que je pensais que c'était un compteur numérique, c'est un humain qui passe avec un papier. Merci monsieur. Donc la loi SREN aurait pu être une nouvelle grande loi du numérique, et en fait à la place on a des mesures cosmétiques, on a des trucs irréalisables, on a une to-do list pour répondre à des trucs un peu démagogiques, politiques, etc. Ça va même pas résoudre la plupart des problèmes qu'ils veulent résoudre, typiquement sur la question du cyberharcèlement, etc. La réponse c'est pas une réponse technologique, la réponse c'est une réponse sociétale. Enfin bref. Donc il y a un gros sujet sur le fait que globalement toutes les discussions autour de la loi SREN ont mis en lumière, pardon pour ce que je vais dire, l'incompétence et l'inculture de ceux qui sont censés voter les lois sur les sujets numériques au sens large. Donc ça, c'est pas prêt de se résoudre, malheureusement. Et ensuite, on a un sujet, c'est que sur ce sujet de la loi SREN particulièrement, on a des sujets européens très forts, avec plein de directives, plein de dispositifs, et effectivement, la France ne peut pas se mettre en dehors de ça en disant non, on fait notre truc dans notre coin. Le sujet du numérique et de la donnée n'a pas de frontières, donc on ne peut pas fragmenter le droit entre le droit national et le droit européen. On ne peut pas faire de la politique nationale en disant si, parce qu'on va faire un peu de démagogie avec une loi un peu fourre-tout, on va faire ça, même si au niveau européen ça passe pas. Enfin bref, donc il y a un problème. En fait, encore une fois, ça reste un problème politique finalement. Donc, voilà. Merci beaucoup. On a eu le panneau 1 minute qui est passé. Ça fait environ 50 secondes, donc on va faire une conclusion assez courte. 8 ans plus tard, faut-il une loi pour une République numérique 2 ? On entend qu'il y a des règlements européens, il y a des lois qui n'ont pas été au bout. L'open data par défaut, ce n'est pas appliqué dans sa globalité aujourd'hui. Il y a des trous dans la raquette. La loi peut aider si elle est accompagnée. Ça vous va ?
Et je vous invite à rester dans la salle. Ça enchaîne incessamment sous peu sur une keynote Data et insularité. Les îles ont des choses à nous apprendre de Germain Gulsgoff. Pourtant, je le connais très bien, mais j'arrive toujours pas à dire son nom. Directeur associé de Verso Consulting. Merci beaucoup.